Mais il va être très difficile pour moi de vous convaincre de vous lancer dans la lecture de mon ouvrage. Ouais. Et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, je semble défendre ce qu'on pourrait appeler, mais j'aime pas, c'est un raccourci, peut-être un anti-wokisme de gauche, que je préférais peut-être appeler un wokisme humaniste. C'est-à-dire, c'est ça, un éveil à la justice sociale non délivré de ses exigences égalitaires, évidemment, et libertaires, mais de sa radicalité argumentative. Parce qu'il y a une radicalité argumentative dans ce que j'appelle moi le nouveau récit égalitaire occidental. Bon, cette radicalité argumentative, on peut la résumer simplement. On a enfin trouvé le seul et unique coupable. Le capital culturel prédateur de l'Occident. C'est ça. Il y a d'autres coupables pourtant, mais on en parle moins. Alors évidemment, traiter de cette problématique, c'est un peu embarrassant, surtout avec l'autre singe là, qui vient d'arriver au sud de nos frontières. Et puis avec toutes les montées d'extrême droite, évidemment, en Europe. Il peut y avoir une proximité sémantique, thématique, avec la droite, et parfois même avec l'ultra-droite. Donc, c'est une ligne de crête extrêmement difficile à tenir. Hein. Bon. Et je dois quand même signaler que la gauche a toujours eu un petit problème. Parce que, de par ses élans vertueux, elle est parfois allergique à la critique. Or, l'exigence critique devrait autant appartenir à la gauche qu'à la droite, et je dirais même plus à la gauche qu'à la droite, puisque la droite se permet de s'en passer. Bon. Hein? Bon. D'accord. Alors, et surtout maintenant qu'on voit que la gauche, et la gauche politique, la gauche culturelle, des deux côtés de l'Atlantique, est complètement tétanisée avec ce qui se passe. Hein? C'est dingue ce qui se passe aux États-Unis, là. Bon. Elle est tétanisée, elle est déconfite, mais elle paye aussi le prix de n'avoir depuis un certain temps comme assurance vie que l'ultra-droite. C'est ce qui l'a fait vivre, c'est son repoussoir. Alors, justement, c'est là où je veux en venir, c'est que quand je parle de nouveau récit égalitaire, occidental, évidemment, ce livre sera moins vendu, il serait sûrement beaucoup plus vendu si j'avais parlé, bon, je sais pas moi, du wokisme égalitaire occidental ou je sais pas quoi, si j'avais mis la terminologie tellement polarisante qu'on utilise aujourd'hui, puisque le mot woke peut être utilisé autant pour le dénoncer que pour le sanctifier. Hein, bon. Donc je n'ai pas voulu utiliser ce terme-là qui est beaucoup trop polarisant, et c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans le titre. Mais évidemment, et puis peu dans le livre aussi, j'essaie de l'éviter. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce truc. Parce que c'est un récit. C'est très important, c'est un récit, c'est un mot qui est de plus en plus utilisé pour peut-être masquer un peu l'aspect idéologique, mais il y a un récit, hein, il y a un récit chrétien, il y a un récit marxiste, il y a un récit néolibéral, bon. Ok. Alors, je parle forcément de la gauche dans mon récit, puisque je parle d'un récit égalitaire. La droite se passe de l'égalité, elle s'en accommode. Donc, en parlant de récit égalitaire, je ne peux parler que de la gauche. Donc, autrement dit, mon livre est une vue de gauche, mais qui critique certaines argumentations qu'elle utilise pour défendre la justice sociale. Et justement, si je n'utilise pas le terme woke, c'est pour échapper à ce qu'on appelle maintenant le campisme. Vous savez ce que c'est le campisme? Le campisme, c'est choisir son camp. C'est-à-dire que pour comprendre le monde, il faudrait choisir son camp. Pour avoir une prise, prendre avec soi le réel, parce que c'est ça comprendre, ben je ne vois pas pourquoi on devrait choisir son camp.
Et on vit dans l'ère de la polarisation aujourd'hui, où on nous oblige presque à choisir notre camp, sinon on va être dans le mauvais camp, etc., etc. Bon, et pour ça, pour expliquer ça, je vais utiliser une phrase magnifique de Spinoza, que j'ai relue d'ailleurs récemment dans Le Devoir, qui est une phrase célèbre. Spinoza est un philosophe du XVIIe siècle, qui dit « Ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre ». Extraordinaire comme phrase, lourde de conséquences, et qui, dans le contexte actuel, prend beaucoup de signification, parce qu'au fond, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que rire? C'est céder peut-être à un relativisme culturel, auquel je cède beaucoup d'ailleurs, un certain cynisme, puisqu'on n'a plus ce ciel réparateur, on n'a même plus d'État-nation, on est dans leurs frontières, on ne sait plus à quel sens vouer. C'est ça. C'est facile de se défendre en rigolant, et puis bon. Deuxièmement, pleurer, ça c'est très à la mode, c'est l'indignation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un mouvement politique très intéressant il y a déjà pas mal d'années qui s'appelait « Indignez-vous » et qui avait, je crois, des exigences collectivistes, on va dire, pour le bien commun, que n'a plus l'indignation aujourd'hui, qui est ramenée à l'individu, au moi. Hein? Alors, bon, je suis indigné, bon, l'indignation a beaucoup de succès. Et pire que tout, aujourd'hui, le haïr. Qu'est-ce que c'est que le haïr? C'est justement ce campisme, c'est-à-dire, dis-moi qui tu es, hein, enfin, ou tu haïs, c'est-à-dire H-A-I-S, et je te dirai qui tu es, E-S. Hein? Ça a beaucoup de succès en ce moment. Hein? Bon. Alors, donc pour comprendre, je pense qu'il faut échapper à ces pièges qui relèvent des affects, des passions tristes, dirait Spinoza. Et donc, voilà. Alors, pour vous montrer dans quel état de polarisation nous vivons, vous devez connaître la fameuse série White Lotus. Je ne sais pas si on a qui l'ont vu. Ouais, c'est une série très la mode, pas trop mal, ça fait passer le temps le soir pour les fatiguer. Bon, alors, et dans la 3e saison, Mark White, le réalisateur, il avait prévu dans son script initial qu'une des protagonistes, c'est l'histoire entre autres de 3 femmes, bon, mais une des protagonistes parlait de son enfant trans, c'est tout ce que je sais. C'est elle qui raconte ça, c'est l'actrice qui raconte ça. Et donc, j'imagine que cette référence dans la série relevait de l'exigence tokémiste. Vous savez ce que c'est que le tokémisme? Le tokémisme, c'est une exigence qu'on peut trouver correcte, de mettre des représentants des communautés discriminés. Le principe d'inclusion. Voilà. Poursuivre le principe EDI, c'est-à-dire équité, diversité et inclusion. Et Trump arrive au pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait, Mark White? Il barre la référence. Est-ce que vous vous rendez compte à quel niveau d'appétissement est arrivé les États-Unis? Quand dans une série, on parle d'un enfant trans pour montrer qu'on n'est pas raciste, puis un connard qui arrive, et puis il fait peur à tout le monde, et puis on enlève la référence. Quel degré de polarisation, je veux dire, on ne peut pas comprendre on ne peut pas comprendre les choses et avoir une intelligence des choses, des événements, une intelligence sociale, une intelligence politique quand on en est rendu là. Bon, voilà. Mais je dépasse, mais bon. Alors, mon ouvrage, qu'est-ce qu'il fait, mon ouvrage? Il se veut un ouvrage de sociologie qui emprunte généreusement, mais très généreusement, à l'histoire, à l'anthropologie, à l'histoire des mentalités et des idées, à la philosophie et à ce qu'on appelle les sciences politiques, qui n'ont rien de la science d'ailleurs, ça, comme toutes les sciences humaines d'ailleurs. Bon, enfin, bon, ça, je ne vais pas partir là-dedans. Et évidemment, qui fait référence à l'actualité sociale, ce qu'on vit. Évidemment, j'y mêle aussi
des obsessions personnelles, et j'en ai beaucoup. Par exemple, un certain goût pour l'immanence, un goût pour l'élan vital, aussi, dans la mesure du possible, écarter les réponses d'un ciel imaginaire, ou ce que Nietzsche appelait les arrière-mondes, hein, métaphysique, religion, etc., les arrière-mondes, une fascination pour la dynamique nature-culture, et aussi, je pense, une ouverture à la présence, au-delà de la pensée rationnelle, d'une certaine ambiguïté, d'un flou. Je ne parle pas ici d'un irrationnel nouvel âge, là, hein, non. Une ouverture à l'ambiguïté, c'est-à-dire de comprendre que pour saisir la complexité du réel, il faut intégrer le paradoxe et la contradiction. Si on n'intègre pas le paradoxe et la contradiction, c'est-à-dire une forme d'ambiguïté et même de flou, c'est-à-dire de doute, et si on refuse les résolutions trop faciles aux dichotomies, hein, aussi le campisme, justement, il faut décider nature ou culture. On n'est plus dans la réalité sur Ben oui, exactement, parce que la réalité, elle est complexe, elle nous échappe toujours un peu. Elle est nuancée, voilà. Subjective aussi. Ouais, bon, d'accord. Alors, bref, dans tout ce truc, on peut y voir un salmigondi, on va dire. Un gros salmigondi. C'est sûr que ça pourra peut-être rebuter un peu les générations montantes auxquelles je destine justement mon ouvrage. Pourquoi je dis ça? Parce que on sait que les générations montantes souffrent d'un manque de références historiques, un manque de chronicité, enfin de conscience de la chronicité dans l'histoire, d'une vue parfois, mais c'est en général, hein, c'est pas, je n'accuse pas les jeunes là, mais je dis, on constate ça, que peut-être une vue parfois un peu rétrécie du passé, où on ne retient de ce passé que domination et prédation. Alors que le passé, il y a bien d'autres choses que ça. Évidemment, ça domine beaucoup, c'est le cas de le dire, mais il y a aussi autre chose. Donc, mon exigence interdisciplinaire, transdisciplinaire, comme on dit maintenant, puisque je touche à plein de domaines de connaissances, témoigne évidemment sans doute d'une abusive volonté de transmettre. Et ça, c'est un défaut de tous les premiers livres. Quand on écrit son premier livre, on veut toujours trop en mettre. Hein, on veut tout mettre. Alors, je crois que mon bouquin souffre un peu de ça, mais enfin, bon. Et il souffre d'autant plus de ça que dans chaque chapitre et dans chaque partie du livre, il y a un contenu qui pourrait être en lui-même le lieu d'un ouvrage au complet. Et je vais en faire la démonstration, puisque nous allons suivre, aussi rapide que je peux, le déroulement de ma démonstration. Alors, enfin, j'argumente mon seul billet, parce qu'évidemment, personne n'échappe à un certain billet. Hein? Bon, on va l'appeler un point de vue. Bon. Alors, ce billet, c'est la conviction. Et ça, c'est très important, ce que je veux dire, c'est au centre de ma démonstration. C'est la conviction que, malgré tout ce qu'on peut en dire, malgré tout ce qui a été fait sous son chapeau, la référence à une universalité des droits humains est la seule référence qui ne cède pas à un principe de domination. Qu'est-ce que j'appelle un principe de domination? C'est ce qui fonde toutes les idéologies, que ce soit le récit chrétien, puisqu'il y a l'autre là en haut qui doit nous guider, que ce soit le récit marxiste qui se fonde sur la dialectique des dominants et dominés, que ce soit même le néolibéralisme, le récit néolibéral, et le droit du plus fort, ça veut dire que bon, le dominant se justifie, se trouve cautionné, pas autant évidemment que dans le suprémacisme ou dans le nazisme, où là il est quasiment sanctifié. Donc il y a toujours ce jeu, soit pour l'inverser, soit pour le sanctifier, pour le célébrer, un principe de domination
entre dominant, dominé. Et c'est dans l'introduction. J'essaie d'expliquer ça. Dans l'introduction, j'établis aussi un bilan critique de tout ce qui a pu être dit sur la mouvance woke, ou le courant woke, ou le courant égalitaire, depuis 2-3 décennies. Ça a monté à peu près à partir des années 90. Bon, dans le premier chapitre, justement pour resituer, parce que j'aime le temps long. D'ailleurs, les anthropologues se basent sur le temps long, c'est-à-dire de toujours situer les problématiques dans un espace-temps, un contexte spatio-temporel, qui parfois trouve ses racines très loin dans l'histoire. Le christianisme dont nous sommes encore tributaires, même si on croit s'en être complètement détaché, s'immisce encore dans nos vies. Bon. Alors, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai fait une brève histoire d'humanité, une brève histoire de l'égalité dans l'humanité, même depuis le début. On m'a reproché, certains éditeurs ont dit, mais qu'est-ce que tu as à parler de Babylone jusqu'à les révolutions sociales du 19e siècle, mais il y a quand même dans l'histoire de l'humanité un mouvement vers l'égalité. Ça n'a pas commencé hier, là. Ça n'a pas commencé non plus avec ce nouveau récit égalitaire. Il y a toujours eu un élan vers l'égalité. Il se trouve qu'au XVIIIe siècle, il y a eu une révolution anthropologique absolument incroyable, parce que des philosophes, des penseurs, ont dit, le ciel, il peut exister encore. On dit qu'ils étaient souvent déistes, le grand horloger, bon, il y a quelque chose en haut, mais il n'a plus à se mêler de nous. Et la Révolution, la Révolution française, qu'est-ce qu'elle a apporté? La Révolution en Angleterre aussi, avec le parlementarisme, et aux États-Unis aussi, c'est une des premières démocraties. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit chaque être humain a une valeur égale. C'est une révolution dans toute l'histoire de l'humanité. Jamais. Avant, on pouvait voir l'égalité chez les gens d'une même nation, même sexe, même religion. Saint Paul a une phrase extraordinaire. Saint Paul, là, dans le vieux livre. Il nous dit que vous soyez femme, homme, pauvre, riche, blanc, noir, je ne sais plus comment il dit, ou métèque, ou je ne sais pas quoi. Il dit, vous êtes un en Jésus-Christ. Mais le problème, c'est qu'il dit, vous êtes un, mais en Jésus-Christ. Eh bien ça, au XVIIIe siècle, c'est fini, il n'y a plus de Jésus-Christ. Vous êtes un point, c'est tout. C'est-à-dire vous êtes tous égaux. C'est une révolution anthropologique incroyable. Bon, mais là, je me suis peut-être un peu égaré. Bon, alors, là, cette nouvelle, là, on va revenir au nouveau récit égalitaire, là. Dans le deuxième chapitre, eh bien, à ce moment-là, je plonge au cœur de l'argument, du logiciel argumentatif de ce nouveau récit, et je vais parler de 3 points. Il y en a plusieurs, mais je vais me contenter de 3 points. Le premier, c'est la propension à ne voir qu'un seul et unique coupable, je vous l'ai dit, le capital culturel prédateur de l'Occident, un héritage du fameux savoir-pouvoir de Foucault. Foucault était un philosophe qui a eu une très grande influence dans les années 60 et 70, et c'est très intéressant, parce qu'il veut montrer que tout pouvoir s'appuie sur un savoir, et tout savoir se cautionne dans un pouvoir. Et il remettait en question quelque chose de terrible, c'est le sujet pensant, comme on dit, parce que quand on pense, quand on dit des choses, c'est pas le sujet qui pense, c'est tout cet héritage, avec tous ces préjugés, tout ce qu'on a, tout ce savoir qui vient, donc, une très grave affirmation, puisque remettre en cause le sujet pensant, non. Mais donc, qu'est-ce qui s'augurait là dans ces jeunes années où j'ai fait des études à l'Université de Montréal en plein dans le structuralisme, c'est ce qu'on appelle l'époque structuraliste, et post-structuraliste. J'étais là-dedans avec Deleuze, enfin bon, tout ce qu'on appelle maintenant la French Theory. C'est ça qui est très curieux, c'est que tous ces penseurs qui viennent de France, qui ont
d'ailleurs, qui ont abusé, je crois, de leur savoir universitaire, parce que parfois, quand on les lit maintenant, on se dit, bon, pas évident. Pas évident à comprendre. C'est pas évident à comprendre, mais il y a aussi du charlatanisme. Ah ouais. Un peu, non. Je dis pas que Foucault était un charlatan, loin de là, mais je crois que... Bon. Enfin, bon, ça c'est un autre sujet, là. Bon. Alors, donc, cette remise en cause de ce capital culturel occidental, ce capital bourgeois, on l'appelait à l'époque, oh mais c'est humanisme, c'est la bourgeoisie. D'ailleurs c'est très intéressant parce que à mon époque, on cassait du bourgeois. Maintenant, on casse le blanc. On casse le caucasien, on casse... On casse, hein, et tu casses, et tu casses. Oui. Bon, enfin bon, alors... donc, cette remise en cause du capital culturel a fait que, évidemment, il y a eu une dénonciation, et avec raison, de l'hypocrisie d'un certain droit de l'hommisme, supposément universel, mais en fait un vernis déculpabilisateur de toutes les exactions qui ont été faites en son nom. Hein, la liste est longue. Colonialisme, esclavagisme... domination patriarcale, prédation économique, impérialisme, interventionnisme armé. Mais c'est curieux parce que ces exactions et ces tendances sont loin d'être exclusives à l'Occident. Et en plus, quand elles viennent hors Occident, elles sont faites sans aucun scrupule. Et le seul endroit dans le monde où on les remet en question, c'est ici. C'est en Occident et c'est dans les démocraties. C'est un grand... Bon. Alors ça, c'est un premier aspect suspect du logiciel argumentatif de ce nouveau récit égalitaire, c'est de croire que le colonialisme, l'esclavagisme, la domination patriarcale, etc., tout ça, c'est l'Occident, un point c'est tout. Et tout ça est relié ontologiquement à l'homme occidental. Grave erreur. C'est pas étonnant que ça vienne des États-Unis, tout ça. Parce que beaucoup de choses de ce récit égalitaire vient des États-Unis. Et les États-Unis, vous savez, c'est sans doute le pays le plus retourné sur lui-même, qui a le moins conscience du monde. Et il se croit supérieur, élu de Dieu d'ailleurs. Il faut se distancer de tout ce qui se pense aux États-Unis parce que, plus que jamais d'ailleurs maintenant. On disait avant, peut-être aux États-Unis, il y a le meilleur et le pire. Je suis en train de me demander où est le meilleur là. Enfin bon, ça c'est un jugement peut-être un peu bon. Alors, cette espèce d'auto-culpabilisation qu'on connaît aujourd'hui conduit à de nouvelles dynamiques de domination. Je vais les résumer très vite. L'exploité du marxisme, qu'est-ce qu'il est devenu? Le racisé. Terrible mot d'ailleurs, ce mot, racisé. L'inverti, l'homosexuel, le discriminé, ça a toujours existé. Mais il est mis en avant aujourd'hui avec raison. La majorité, c'est devenu la binarité ou l'hétéronormativité. Ça c'est nouveau, cette notion de binarité qui devient la normativité, oui. La minorité, évidemment, qu'est-ce que c'est devenu? La diversité. Et ça, c'est tout à fait normal, puisque depuis maintenant un demi-siècle, les sociétés occidentales sont confrontées à une multiculturalité grandissante des sociétés. Et elles n'ont pas été adaptées à ça. Avant, on était sous son clocher, et puis tous les gens qui nous côtoyaient, ils étaient un peu comme nous. En plus, ils avaient la même foi en général, hein, ils croyaient dans les mêmes affaires. Ils votaient à droite ou à gauche, mais ils avaient leur coin de pays, ils avaient une même état-nation. Bon, aussi, il faut que je m'arrête là parce que c'est bon. Alors voilà, la sexualité, c'est devenu ce qu'on appelle maintenant la fluidité, hein, qui vient de la nouvelle théorie du genre. Là. La masculinité, attendez. La féminité, c'est devenu l'indéterminé, mais ça a toujours été l'indéterminé. Sauf que, traditionnellement, cet indéterminé était diabolisé par l'Église, par tout un récit
Aujourd'hui, cet indéterminé n'est plus diabolisé, heureusement. Et, bon, il est même valorisé. Bon, la conséquence, c'est que la masculinité, elle est presque devenue le quasi-péché. Je caricature, hein, mais c'est ça qui est en jeu, là. L'identité, et ça c'est le pire, l'identité s'est construite sur la notion de blanchité, des blancs. Et là, je crois qu'on n'a pas compris que cette idéologie qui vient des États-Unis et le colorisme racial qu'il engage vient du refoulé américain face à la ségrégation. Les Américains ont du mal à digérer que c'est un pays qui ségrégationniste. Et il y a un refoulé terrible, et c'est pour ça que le racisme, qui est l'antiracisme, qui est un combat très important, mais a pris une dimension presque hystérique par moment. Là. Et puis d'associer le racisme uniquement à la blanchité, blanc, bon, c'est complètement, moi qui ai travaillé avec des immigrants toute ma vie, j'en ai vu du racisme chez les non-blancs. J'en ai vu beaucoup, et parfois du plus violent même. Bon, alors, bon, ça c'est le premier point. Bon, il m'en reste deux. Alors, le deuxième, c'est... ah oui, ça c'est très intéressant. C'est l'étonnante conjonction entre la mondialisation et l'individuation, oui, des revendications sociopolitiques. Aujourd'hui, on vit dans un monde devenu hors sol. Il y a même des gens qui disent nous rentrons dans un monde hydroponique. Pensons au métavers algorithmique, pensons au big tech, pensons à l'oligarchie financière et numérique, pensons à cette espèce de nouvel arrière-monde qui est en train de se mettre en place par l'intelligence artificielle, qui est en train de nous proposer un clone idéalisé du réel. Hein, de plus en plus. Ça va être un bon. Donc, la mondialisation a amené avec elle une espèce de bulle, un nuage. Hein? Un nuage, un énorme nuage. Et en même temps, on voit des revendications plus individuelles, plus personnelles, l'importance donnée au moi, au particularisme, etc. C'est très intéressant ça, de voir là. Bon, il y a le sociologue Marcel Gauchet, que j'aime beaucoup, qui est historien aussi, je vais le citer, qui dit « S'efface le rôle que jouait la religion traditionnellement et l'État-nation dans la modernité. Aujourd'hui, entre la mondialisation par en haut et l'individuation par en bas, ce niveau politique qui structurait la vie collective s'estompe. Il ne s'agit pas d'en avoir la nostalgie, là, je ne porte pas de jugement. Hein. N'oubliez pas que ce que je fais, c'est du descriptif, ce n'est pas du prescriptif, hein. C'est de l'analyse. Donc, ce contraste comme ça, ben, l'individu est devenu tellement libre qu'il a oublié qu'il était en société, dit Marcel Gauchet, c'est-à-dire dans un espace commun qui était celui de l'État-nation, et que ne peut plus circonscrire une mondialité conquérante uniquement économique et supposément culturelle. Bon, ça c'est la bisounousterie du tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Hein. Belle bisounousterie, mais c'est quand même une bisounousterie. Bon. Je veux bien, hein, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais bon. D'accord. Alors, ben voilà. Donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, qui est très, ça il va être rapide celui-là, c'est la dynamique entre nature et culture. Alors ça c'est très intéressant parce que vous savez que traditionnellement, à quoi servait la nature? À justifier les inégalités. Moi, j'étais d'une époque, je me souviens, tu sais, avec ma cousine Françoise, qui était une intellectuelle, quand j'osais parler de nature humaine, elle me dit non, on ne peut plus utiliser ça. Pourquoi? Parce que la nature cautionnait l'inégalité. Hein? La loi du plus fort, le struggle for life, c'est Darwin. Mais Darwin a été instrumentalisé, il ne faut pas l'oublier. Darwin, quand il a écrit L'origine des espèces en 1859, où il dit, bon, ben, c'est sûr que d'une certaine façon c'est le plus fort qui gagne, mais c'est souvent le plus adapté. Mais 10 ans après, il a revu un peu sa copie en disant, oui, mais attention, la loi du plus fort, ou disons, bon, pour la survie, définit moins l'espèce humaine
que le monde animal. Parce que dans le monde humain, il y a ce qu'il appelait des instincts sociaux beaucoup plus forts. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas dans le monde animal. Mais ces instincts sociaux, qu'est-ce que c'est? C'est l'altruisme, c'est la solidarité. Donc d'accord, l'homme est un loup pour l'homme, mais l'homme est moins un loup pour l'homme que le loup n'est un loup pour les... Alors ce qui est intéressant, c'est ce retournement. Comme aujourd'hui le culturel domine, ben, le culturel, qu'est-ce que c'est? Le civilisationnel, ben, il est responsable de toutes les prédations. Suprémacisme, esclavagisme, colonialisme, domination, ta. Donc, qu'est-ce qui sort de là? Une sanctification de la nature, l'écologie. Et ça, c'est aussi une révolution anthropologique. Un grand philosophe qui dit, depuis quelques décennies, la nature est passée à gauche. Très intéressant ça. Et ça, c'est tout à fait fascinant. Alors qu'elle a toujours été à droite pour justifier les inégalités. Donc, vous voyez que là, je travaille sur des fondements anthropologiques de ce récit. Bon, dans le 3e chapitre, je parle de la problématique de l'immigration, puisqu'elle est au centre de tous les débats, donc il fallait bien, et je suis obligé, et toute la question d'ailleurs de ce nouveau récit, du récit woke, tourne autour de la multiculturalité croissante de nos sociétés, et donc de la question du racisme, de comment vivre ensemble, dans la diversité, etc. Donc, bon. Dans le dernier chapitre, vous voyez, j'avance. Dans le dernier chapitre, là, on va me dire, mais je ne pouvais pas laisser le lecteur devant rien, devant un individu tout nu. Bon, alors, qu'est-ce qui pourrait être un projet humaniste aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait voir le retour du bien commun et pas seulement les particularismes et la cause écologique? Donc, bon, alors c'est peut-être le seul humanisme qui nous reste pour... pas pour sauver la planète elle n'a rien à foutre, mais pour garantir une pérennité aux vivants sur la planète. Et parce que seul l'animal humain et sa conscience sont en mesure de l'assumer. Vous savez, la planète, elle n'a pas besoin de nous. Hein. Et la planète, on ne la connaît qu'à travers nous. On sait qu'elle existe sans nous, mais personne n'en donnera l'image, parce que tout passe par notre conscience. Bon, voilà. Alors, enfin, il y a une très longue conclusion, et dans la conclusion, je vais aller un peu plus vite, j'évalue les conséquences politiques de ce nouveau récit. Et là, bon, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une part d'obscurantisme dans le militantisme. Et je ne veux pas désavouer le militantisme, parce que je crois qu'une intolérance à l'injustice est nécessaire, et c'est très bien, mais il y a toujours un danger dans le militantisme. Je l'ai vécu dans ma jeunesse, où j'ai vu bien des gens aveuglés, complètement aveuglés, à commencer par Foucault, qui sanctifiait Khomeini, croyant qu'il allait sauver l'Iran d'une dictature alors qu'elle a engendré une dictature religieuse. Bon, alors tout cet aveuglement des intellectuels dans les années 70, c'était bon, alors que s'écroulait le communisme. Bon, alors donc c'est pour ça que les intellectuels, il faut s'en méfier. D'ailleurs, méfiez-vous de ce que je dis. Alors, ouais. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que aux radicalités identitaires et égalitaristes de la gauche actuelle répond violemment ce qu'on peut appeler aujourd'hui une internationale réactionnaire, montante des deux côtés de l'Atlantique, et il est significatif que Trump utilise l'expression croisade anti-woke. C'est son principal repoussoir. C'est pour ça que les extrémistes se nourrissent les uns les autres. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais du campisme. C'est pour ça qu'il est dangereux. Mais au-delà de tout ça, je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant que je dis, c'est que finalement le trumpisme, on va l'appeler comme ça, et le wokisme, donc la droite-droite et la gauche-gauche, sont les deux faces d'une même médaille d'une certaine façon aujourd'hui, parce que tous les deux exacerbent les droits individuels au détriment du commun. La face de droite sous couvert d'un techno-libertarisme au nom de la liberté, et la face de gauche sous couvert du droit exclusif de l'identité raciale, sexuelle et même religieuse au nom de l'égalité. Et je crois que nous atteignons là, et c'est la principale critique que je ferai, nous atteignons les limites de l'individualisme. N'oubliez pas que, d'ailleurs à ce propos, j'écoutais un philosophe, non, j'ai plutôt lu, je ne sais plus son nom, un philosophe japonais
qui disait « Le péché originel de l'Occident, c'est d'avoir inventé l'individualisme. » Waouh! Bon, je trouve que c'est un peu fort, parce que quand même, les droits de l'homme se basent sur l'individu, sur l'individualisme. Mais je crois que l'individualisme a dérivé, si on veut. Alors, bon, alors vite, là, je dis que cette approche qui est très riche, donc, montre, au fond, qu'est-ce que je fais? J'essaie de trouver la généalogie de ce récit égalitaire, et je mets beaucoup l'accent. Pourquoi? Parce que j'ai lu énormément, des dizaines d'ouvrages autour de la question, et très souvent, cette question est traitée, les effets dans la société d'aujourd'hui. Le problème de la liberté d'expression, la cancel culture, mais peu d'ouvrages, très peu d'ouvrages, vont à la source de ce nouveau récit, essayent d'en faire la généalogie. Mais je ne suis pas le seul. Bon, et ce qui ressort aussi de mon analyse, c'est que la mouvance woke a beau désavouer le droit de l'homisme, pour dire il est hypocrite, bon, etc. Mais en fait, qu'est-ce que cette mouvance fait? Elle individualise le droit. C'est tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire, elle le judiciarise. C'est mon droit. On entend ça tout le temps. C'est mon droit, j'ai le droit, j'ai le droit, j'ai le droit, moi j'ai le droit. Bon. Elle individualise, elle le judiciarise et elle le moralise. C'est la nouvelle morale. Bon. Voilà. Et là, je vais citer l'écrivain algérien Kamel Daoud qui dit peut-être que ces limites de l'individualisme, tout comme le déclinisme et l'autoflagellation occidentale, ne seraient qu'un effet secondaire du confort. Et ça sera mon prochain bouquin, Les affres du confort. Bon, alors pour finir, là vraiment ça va être fini. Ah oui, ce courant par ailleurs justifié d'autoculpabilisation, tout ce que je viens de parler, trahit un déclinisme occidental qui est beaucoup relayé par l'espace médiatique. Mais qu'est-ce qu'on constate sur le terrain social? Un afflux sans cesse montant de populations hors démocratie qui accourt exclusivement vers les démocraties, tant décriées, en quête de sécurité sociale et économique, mais aussi de liberté et d'un souci d'égalité dont elles sont le plus souvent privées dans leur pays d'origine. Le Québec, ce n'est pas l'Afghanistan, on est d'accord? Ce n'est pas non plus la Chine, ce n'est pas non plus la Russie. Et qui va cogner aux portes de la Chine, de la Russie et de l'Afghanistan pour se réfugier? Si vous en trouvez un, ou alors il est obligé. J'imagine que les démocraties doivent bien avoir quelques qualités qu'on peut lui laisser quand même, pour que... Hein? Bon, alors c'est... bon. Alors certains vont dire, ouais, mais c'est un effet trompeur de la propagande occidentaliste. Ce qui est vrai, mais ce n'est pas que ça. Ça donne aussi, je crois que les immigrants sont redevables aussi de cela et des droits dont nous héritons. Bon, voilà. Et c'est le paradoxe qui est à l'origine de mon travail, puisque j'ai travaillé pendant 30 ans dans le milieu immigrant. Et écouter les immigrants, ça m'a... Aujourd'hui, on les instrumentalise, hein, vous savez, puisqu'ils sont devenus les nouveaux prolétaires de substitution. C'est pas gentil de dire ça, mais c'est un peu ça, parce que la gauche a toujours besoin de discriminer, donc... Elle n'a plus d'ouvriers avec la délocalisation et la désindustrialisation. C'est pas c'est eux autres qui cueillent des pommes. Hein? C'est eux autres qui cueillent des pommes et qui ramassent les choux. Oui, non, mais c'est ça. Oui, oui, alors c'est vrai, ce sont des nouveaux propriétaires. Et puis, tous ces bobos, là, écolos, qui livrent leurs trucs? Tous des immigrants. J'ai pas encore vu un Québécois qui me livrait quelque chose, moi. Ça doit exister, peut-être à la campagne. Mais en tout cas, à Montréal, non. Donc, effectivement, ce sont des nouveaux prolétaires, mais ce sont des gens issus de l'étranger et qui viennent se réfugier ici. Donc, bon. Alors, j'aime pas qu'on instrumentalise les immigrants et qu'on parle à leur place. Donc, c'est important. D'ailleurs, là, je finirai, pour se conforter dans un plaidoyer humaniste, eh ben, il faut lire. Il faut être à l'écoute de tous les créateurs, les penseurs, les philosophes, les écrivains, les travailleurs qui souffrent d'être privés des droits hors Occident, et notamment dans le monde musulman et dans le monde slave. Je parle de ces deux mondes parce qu'ils sont plus reliés à notre histoire que l'Extrême-Orient. Et ben voilà. Si vous voulez, je peux vous lire une page.
Là, je parle de ce que j'appelle la spirale ascendante et descendante de l'histoire, parce que je suis persuadé que je ne crois pas beaucoup au progrès, ou disons la notion de progrès. Bon, je crois que toute l'histoire de l'humanité, c'est comme une spirale, et parfois ça monte, c'est formidable, mais pouf, ça redescend, et puis ça remonte, et puis bon, on gagne des choses, puis là, c'est bon. Je parle de action, réaction. OK. OK? Gauche, Trump. Le balancier. Trump, le balancier. Droite, gauche, voilà, c'est ça. Bon. Alors, le basculement sociopolitique des fondamentaux anthropologiques et hiérarchiques est une donnée incontournable de l'histoire. Ainsi en est-il du passage de la République à l'Empire dans la Rome antique. De la foi partagée et verticale des cathédrales chrétiennes médiévales à l'individualisme humaniste dès la Renaissance. Vous savez que les premiers artistes qui ont signé leurs œuvres, c'était à la Renaissance. Hein? Avant, donc l'individualisme est en quelque sorte presque né à la Renaissance. De la réforme protestante à la contre-réforme catholique, de la révolution du droit des Lumières à l'Empire napoléonien et à la Restauration, vous voyez les... Bon, enfin, je continue comme ça, là, bon, jusqu'au nazisme, bon. Depuis seulement quelques décennies, mais à une vitesse spatio-temporelle nouvelle dans l'histoire, une même dynamique serait à l'œuvre dans le passage du libéralisme, de la social-démocratie. Je parle de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est les années 60, 70, 50, 60, 70, bon. À un ultralibéralisme débridé sur les cendres du collectivisme communiste, évidemment, de la liquéfaction des frontières et des identités nationales dans la bulle économique de la mondialisation, au ressac montant des nationalismes et des protectionnismes, Trump, de la fluidification des identités sexuelles au retour d'un suprémacisme masculin, parce que viriliste. Hein, on en parle beaucoup là. Enfin, d'un monde devenu hydroponique, c'est-à-dire hors sol, à la sanctification écologique de notre terre-mère. Nous voilà donc toujours engagés dans les marées fluctuantes de l'histoire, alors que déconstruction et reconstruction se cognent au réel comme la mer à la terre et se suivent et se perpétuent loin de toute mesure dans des dichotomies existentielles qui ne trouvent dans la foi religieuse, dans l'individualisme libertaire, oui, bon, dans quelque illusoire idéologie égalitariste que de bancales résolutions, à l'image de celles que d'aucuns nous proposent dans l'avenir radieux des algorithmies d'un meilleur des mondes, hein, avec l'intelligence artificielle. De là à soutenir que les, là c'est la plus importante, de là à soutenir que les délires wokistes, donc dans ces excès, hein, bon, de la gauche progressiste ne sont pas étrangers à la prise de pouvoir de l'alt-right américaine, comme de la montée des ultra-droites européenne est peut-être un peu facile, mais non dénuée de pertinence anthropologique et sociopolitique. C'est réactionnaire. S'éloigner du politique au profit de bien justes causes, et voilà le politique qui revient au galop, et tout cela pendant que sans scrupule et à bas bruit, une vaste bulle algorithmique nous envahit tranquillement et nous rend aveugles de ce qu'elle augure. Le nouveau récit égalitaire des gauches politiques devrait en prendre acte, plutôt que de seulement courir après les discriminations culpabilisatrices et s'apitoyer sur l'ignorance des masses inquiètes des incertitudes civilisationnelles régnantes et sourdes aux révélations d'un éveil réparateur monopolisé par une élite culturelle qui seule serait enfin éclairée. Et là, je parle de cette foutue... On a souvent disqualifié l'élite de droite, mais il y a l'élite de gauche aussi, il faut penser comme eux. Hein? Donc, méfions-nous, ben voilà, ça suffit.